Quel plaisir de converser avec Pierre Drillon, directeur de la communication de Storengy France. Alors si ce nom ne vous dit rien, Storengy, imaginez que c'est une filiale de Engie que normalement vous devez connaître. Certes, Storengy agit en opérateur B2B, c'est-à-dire qu'il stocke du gaz naturel pour que justement, en hiver, nous ayons chaud. L'histoire de Pierre, c'est l'histoire d'un homme qui arrive dans la communication un peu par hasard, qui en devient très vite passionné et qui mène une très très belle carrière dans un très beau groupe d'énergie et de l'industrie. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie de Pierre de Storengy France. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Pierre. Salut Laurent. Comment va ? Plutôt bien. Merci à toi Pierre d'avoir accepté mon invitation de ce nouveau numéro du décodeur de la communication. Alors tu diriges la communication de Storengy France, mais est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise s'il te plaît Pierre ? Avec plaisir. Storengy France, c'est une filiale d'Engie en charge du stockage de gaz naturel en France, comme son nom l'indique. Concrètement, ce sont 600 personnes réparties sur une quinzaine de sites en France et qui ont pour mission d'approvisionner les Français en gaz naturel. Ainsi, l'été, on injecte du gaz naturel dans des cavités salines ou aquifères, en résumé à 1000 mètres de profondeur, et l'hiver, on soutire ce gaz naturel afin de répondre aux besoins des Français. Il y a à peu près entre 50 et 70% du gaz qui est consommé l'hiver, qui vient des stockages de Storengy France. D'accord, donc finalement pour avoir chaud l'hiver, c'est grâce à toi que tout se passe bien, c'est ça ? On y contribue fortement, effectivement. Ok, d'accord. Et en plus, je crois que tu as une mission d'État, enfin quelque chose d'absolument essentiel, justement pour que les Français puissent se chauffer l'hiver, entre autres. Effectivement, on a cette mission qui est de chauffer les Français, mais aussi permettre aux entreprises d'avoir une activité via le gaz naturel. Et donc, nous avons une obligation de service vis-à-vis des consommateurs français et vis-à-vis des fournisseurs, puisque ce sont les fournisseurs de gaz naturel qui stockent leur gaz dans nos cavités et qui, l'hiver, nous demandent de sortir le gaz naturel pour répondre aux besoins de leurs clients. Ok, ben merci, c'est extrêmement clair. Donc tu me disais 600 collaborateurs. L'effectif, c'est quoi ? C'est des ingénieurs, ce sont des techniciens majoritairement ? Alors l'effectif, il est multiple. Ce sont effectivement des ingénieurs, mais on a un nombre important de techniciens qui font tourner ces sites, et puis diverses fonctions support comme des services comptables, de la RSE et même de la communication. Que tu diriges depuis quelques années. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que beaucoup de nos auditrices et auditeurs ne connaissaient pas nécessairement Storengy, donc maintenant c'est extrêmement clair. Une question qui est toute bête, Pierre. Tu es dans un monde industriel, dans le monde des énergies. Comment est-ce que tu es arrivé à ce secteur ? Est-ce que c'était un secteur pour lequel tu avais de l'appétence ou est-ce que ta formation te prédestinait à ça ou peut-être à l'inverse, pas du tout ? Alors à la base, moi j'ai fait des études de langue et je me destinais à l'enseignement, donc une activité très différente de l'activité que j'exerce aujourd'hui. Je dirais que ce sont les hasards de la vie qui font que j'ai commencé à travailler en tant que communicant dans ce qu'on appelle un bureau d'études. Et puis de fil en aiguille, j'ai poursuivi mon activité dans diverses entreprises comme Lyonnaise des Eaux, puis Suez Environnement, puis GRDF et enfin Storengy. Donc un homme de tout ce qui est autour de l'énergie. Alors tu m'as dit que c'était un petit peu le hasard qui t'avait amené à ça, mais tu avais à la base une connaissance, même si tu avais fait des études d'anglais, tu avais une connaissance de l'énergie ou pas du tout ? Non, je n'avais pas de connaissance de l'énergie. Pour tout dire, après des études d'anglais, je me suis interrogé sur la suite de mon parcours. Et puis, les métiers de la communication m'intéressaient. Moi, je suis un littéraire, donc l'écriture, c'est quelque chose que j'aime. L'organisation d'événements, c'est quelque chose que j'avais pu essayer modestement quand j'étais à l'université ou autre. Et donc, je me suis dit que la communication pouvait être intéressant. Et j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un 3e cycle en communication internationale à Lille. Et ce 3e cycle avait la particularité de recruter soit
des gens qui avaient fait des études de communication, soit des gens qui avaient une compétence de l'international, ou plutôt une connaissance de l'international. Et donc, de par mon parcours, de par le fait que j'ai habité plusieurs années en Irlande, j'ai intégré ce DESS en communication internationale. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier dans le monde de la communication. D'accord, donc finalement c'est un heureux hasard, parce que ça fait combien de temps maintenant que tu es dans l'industrie? Ça doit faire au moins 15 ans, j'imagine. Oh, ça fait même plutôt une vingtaine d'années. Le temps passe, et le temps passe vite. Tu nous as parlé de ton parcours à l'instant même, mais alors qu'est-ce que tu fais au quotidien en tant que directeur de la communication Storengy France? Qu'est-ce que c'est ton quotidien, les équipes que tu as managées? Comment ça se passe une de tes journées, même si j'imagine évidemment qu'elles ne se ressemblent absolument pas? Effectivement, les journées ne se ressemblent pas et je dirais que c'est tout le charme de la communication, puisque c'est un métier qui demande une forte adaptabilité et également une forte réactivité. Donc, il y a effectivement aucune journée qui ressemble à la précédente. Et c'est tant mieux quelque part, hein, ça fait partie des choses que j'aime. Pour répondre concrètement à ta question, en fait, moi je suis donc en charge de la communication de Storengy France, et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est gérer l'image de l'entreprise à l'interne, mais également à l'externe, vis-à-vis de nos différents publics, que ce soit la presse, que ce soit les riverains, les associations et autres services de l'État. Et donc, si on devait résumer en quelques mots cette mission, c'est promouvoir l'image, promouvoir le positionnement et promouvoir la stratégie de l'entreprise au quotidien auprès de ses différents publics. Alors, pour ce faire, je ne suis pas tout seul, heureusement. J'ai la chance de m'appuyer sur une équipe de communicants qui ont tous des parcours, qui ont tous des spécialités différentes, que ce soit l'événementiel, même si ces temps-ci c'est moins utilisé, ou les réseaux sociaux, ou encore le rédactionnel via les attachés de presse. Alors justement, tu parles de réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous arrive, comme certains grands de l'énergie, est-ce qu'il vous arrive d'être un petit peu attaqué sur les réseaux sociaux, ou tu es préservé de ce genre d'attaque? Alors on est peu attaqué sur les réseaux sociaux puisque notre activité en fait c'est ce qu'on appelle du B2B, business to business, c'est-à-dire que nous ne travaillons pas directement avec le grand public, mais nous travaillons avec des fournisseurs d'énergie. Donc bien évidemment le grand public est fait partie de nos cibles et notamment tout ce qui est habitants à proximité des sites que nous gérons. Mais encore une fois, faisons du B2B, nous sommes moins attaqués que d'autres grandes entreprises qui, elles, par contre, sont sur le segment B2C. Donc en tant qu'opérateur B2B, donc, tu as plutôt la chance de ne pas être attaqué sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il t'arrive malgré tout de faire de la communication de crise? Parce que stocker de l'énergie pour notre beau pays, c'est quand même quelque chose qui est assez sensible, je suppose. Effectivement, Laurent, le stockage d'énergie est une activité particulière. Et pour te répondre, oui, nous faisons de la communication de crise. Et d'ailleurs, ça fait maintenant 1 an que nous sommes en situation de crise du fait de la crise sanitaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'organiser pour continuer à faire tourner les sites. Ça veut dire s'organiser pour que les équipes ne soient pas en contact direct. Ça veut dire prendre différentes mesures sanitaires dans le cadre de cas contacts ou de personnes infectées par le virus. Et donc, il y a tout un dispositif de crise qui est mis en place suite à la situation sanitaire et dans lequel la communication a un rôle majeur à jouer, que ce soit à l'interne ou que ce soit à l'externe. Justement, parlons de l'interne. Lorsque cette crise sanitaire nous est tombée dessus il y a un petit peu plus d'1 an, comment est-ce que tu as géré les choses? Parce que j'imagine que tu étais sur le pont avec tes équipes quasiment, peut-être pas H24, mais en tout cas très fortement au début. Effectivement, on a été très sollicité avec la pandémie. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'interne. D'abord, comme je te disais, en fait, il faut savoir que la crise, c'est quelque chose qui est très structuré dans nos entreprises. Il y a des processus, il y a des dispositifs, il y a des cellules de crise qui sont mis en place et qui font que instantanément, les gens concernés se retrouvent pour travailler sur le sujet via une task force dédiée. Task force dans laquelle la communication a bien sûr un rôle à jouer, puisque nous portons la parole de l'entreprise. Et donc,
pour la partie interne, en fait, il a fallu mettre en place très rapidement un certain nombre de communications à destination de l'ensemble des salariés ou à destination des managers afin d'évoquer la situation, de présenter les mesures que l'entreprise mettait en place et tout ce qui était lié à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Donc c'est vrai que les 6 premiers mois de crise ont été extrêmement chargés pour nous communicants parce que on pense sincèrement que l'information est fondamentale pour les salariés et au-delà de demander à quelqu'un de faire son activité, tout l'enjeu est de lui apporter le sens. Et donc, on a beaucoup communiqué à l'interne auprès des salariés dans le cadre de la situation Covid. On a communiqué de façon, je dirais, traditionnelle via les canaux de communication de l'entreprise. Et puis, on a également mis en place des communications informelles qui n'étaient pas pilotées par la communication, qui étaient co-construites avec un certain nombre de salariés qui avaient envie de contribuer, je dirais, à cette communication informelle. Concrètement, de quoi il s'agissait? C'était des newsletters envoyés en fin de semaine par les salariés pour les salariés avec différentes idées de choses à faire pendant le week-end, visites de musées virtuels, concerts, etc., etc. Et donc, en plus de la communication, je dirais, officielle de l'entreprise, il y a eu cette communication faite par les salariés qui était extrêmement appréciée. Alors justement, tu parles de communication interne, c'est un petit peu mon dada. Moi, je viens de la marque employeur à la base, il y a quelques années. La culture d'entreprise de Storengy, quelle est-elle, s'il te plaît, si tu peux en parler? C'est toujours passionnant de voir que des collaboratrices et des collaborateurs s'investissent. Je parle là de ce qui s'est passé il y a 1 an et ils s'investissent encore au quotidien. Je l'imagine puisqu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, si je puis dire, ni de la crise. Mais quelle est la culture d'entreprise de la maison? La culture d'entreprise, c'est une belle culture d'entreprise. Et c'est une belle culture d'entreprise parce que on a la chance d'avoir des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui aiment leur métier et qui sont très attachés aux valeurs de ce métier. Notre métier, c'est stocker du gaz naturel pour les Français. Et donc, on a cette mission de service public qui est extrêmement importante aux yeux des salariés parce que leur métier apporte du bien-être. Leur métier permet également aux industries de fonctionner. Et donc, ce sont des gens qui ont à cœur de faire tourner leur site, qui ont à cœur de trouver des solutions. Et je dis ça par rapport à la crise sanitaire, où il a fallu s'adapter très vite. Il a fallu revoir les modes de fonctionnement. Et quasiment instantanément, on a pu poursuivre l'activité. On a pu poursuivre les projets industriels qu'on avait grâce à la réactivité des équipes. Et je les en remercie parce que ce sont eux qui font tourner les sites. Justement, en tant que directeur de la communication, une crise comme ça ne nous arrive pas tous les jours sur le rable. Est-ce que ça n'a pas été au final à la fois épuisant et en même temps très excitant pour toi? Alors si, c'est tout le paradoxe de la crise et surtout d'une crise comme celle-là. La gestion de crise, je pense que tout le monde n'est pas fait pour gérer des crises. Il faut être capable de travailler sous pression, il faut être capable d'agir rapidement. Et donc, c'est un exercice qui est un peu atypique et qui, encore une fois, est pas pertinent pour tout le monde. Il y a une excitation quand on gère une crise. On a envie de trouver des solutions, on a envie d'avancer, et donc il y a effectivement cette excitation qui est là. La difficulté, c'est quand la crise dure, et c'est le cas avec la crise sanitaire. Au fil du temps, on s'émousse. Et donc, par rapport à ça, pour y remédier, on travaille à plusieurs. Moi, j'ai la chance d'avoir une belle équipe et notamment une personne qui m'appuie énormément en termes de relations presse et de gestion de crise. Et donc, on est sur un binôme. On est sur un binôme qui se complète. On est sur un binôme qui se remplace. Ce qui fait que quand on sent que ça commence à être un peu fatigant, l'autre prend le relais et ça nous permet d'avoir des sas de décompression. Merci encore Pierre d'avoir parlé de ton métier de manière aussi passionnante et passionnée. On sent l'homme qui aime le terrain, on sent l'homme qui sait gérer les crises et en tout cas félicitations à tes équipes et toi-même ainsi qu'à l'ensemble du personnel de Storengy d'avoir géré les choses avec autant de brio parce que on le voit, on est au printemps mais il fait quand même relativement froid aujourd'hui et pas de gaz nat, on est un petit peu embêté. Alors justement Pierre, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes et d'ailleurs des moins jeunes qui veulent travailler dans les métiers de la communication, du marketing et du digital.
qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes pour intégrer nos nombreux mais magnifiques métiers? C'est une bonne question, hein. Quel conseil donner à des jeunes? Écoute, le premier conseil que je donnerais, c'est de croire en ses rêves. Je sais que la formule peut être un peu standard, mais c'est quelque chose de fondamental. Je pense sincèrement que on a toutes et tous des rêves, des envies, et il faut tout faire pour les vivre. Un métier, c'est quelque chose qui est engageant. C'est engageant en termes de temps, c'est engageant en termes de responsabilité, et c'est fondamental de faire quelque chose qu'on aime. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est j'attends de vous une chose, c'est que vous arriviez le matin avec le sourire. Si vous n'avez pas le sourire, c'est qu'il y a un problème, faut qu'on en parle. Et donc, avoir le sourire, c'est aimer ce qu'on fait, et aimer ce qu'on fait, c'est avoir cru en ses rêves. Et donc, il faut croire en ses rêves, que ce soit pour les métiers de la com ou autre, peu importe. Mais voilà, croyez en vous, croyez en vos envies, et faites le nécessaire pour pouvoir répondre à ces envies. Il faut sortir des clichés, il faut sortir des on fait du droit, on fait une école de commerce. Il y a plein de métiers qui sont passionnants. Ceux de la com, bien évidemment, mais d'autres, il faut prendre le temps de les découvrir, et il faut rencontrer des gens qui les pratiquent pour mieux comprendre. Et si c'est les métiers qui intéressent les jeunes, il faut foncer, tout simplement. Écoute, merci à toi. Alors, je trouve pas du tout que ce soit un conseil bateau ou une formule un peu bateau, bien au contraire. Regarde nos jeunes, avoir 20 ans en 2020 ou en 2021, c'est quand même extrêmement difficile, notre jeune président nous l'a dit. Donc, je crois qu'il faut en effet croire en soi, parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous pour vous, hein. Autant le dire très clairement. Pierre, j'ai une dernière question, et je te rassure, elle n'est absolument pas piège. Quelle est la chose ou les choses que tu préfères dans ton métier? Déjà, j'aime mon métier, c'est la première chose. Quand je me lève le matin, je suis content de me lever pour faire de la com. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui m'amuse intellectuellement. J'ai énormément de plaisir encore aujourd'hui à écrire un communiqué de presse, à rédiger un tweet. C'est des choses qui me plaisent, ce sont des choses qui m'amusent. Après, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le collectif. C'est avoir une équipe, animer cette équipe, et faire grandir l'entreprise grâce à cette équipe. Et c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que le principe d'une équipe, c'est d'avoir des gens qui ont des profils très différents. On a des gens jeunes, on a des gens moins jeunes, on a des gens qui sont des communicants purs et durs, ou des gens qui sont arrivés à la com par hasard. Et c'est tout ce melting pot en fait qui nous enrichit, et tout le monde a une pierre à apporter à l'édifice. Et là, je m'adresse spécifiquement au public jeune qui nous écoute. Eux ont un regard neuf, un regard impertinent, un regard challengeant, et c'est fondamental pour nous. On a besoin d'avoir des gens qui nous interrogent sur le pourquoi des choses que l'on fait, sur le comment, sur le sens parfois. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir ces jeunes qui sont là, et qui nous demandent pourquoi on fait les choses, nous interrogent. Donc, j'aime aussi beaucoup le fait d'accompagner ces jeunes. Quand moi j'étais étudiant, j'ai fait des stages, et des communicants que je trouvais très vieux à l'époque avec leurs cheveux blancs ont passé du temps pour m'aider à grandir, à progresser. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire la même chose, aider des jeunes qui sont en alternance, et leur permettre de découvrir le métier, mais au-delà de découvrir le métier, leur permettre de comprendre le sens des actions qu'on fait. Parce que, encore une fois, c'est fondamental de comprendre, et c'est beaucoup plus important que la stricte réalisation des dossiers, que ce soit de la presse, de l'événementiel ou du print. Pierre, je te remercie. C'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Alors, je tiens à dire une chose. J'aurais pu rester des heures à discuter avec toi, parce que les secteurs de l'industrie, de l'énergie, les métiers de technicien, d'ingénieur me passionnent. Je n'ai absolument rien à voir avec ce type de formation à titre personnel, mais j'ai découvert ça, comme je te le disais hors antenne, il y a une quinzaine d'années, et c'est absolument passionnant. Donc, tu vois, je suis obligé de me restreindre. Et puis, je sais que tu as aussi un emploi du temps qui est bien, bien rempli. Donc, je tiens à te remercier, Pierre. C'était absolument passionnant.
Merci Laurent. Et puis, encore une fois, j'invite tous les jeunes auditeurs à regarder les métiers de l'industrie, mais plus globalement, à réfléchir à ce qui leur fait envie. Et une fois que c'est fait, ça se résume en une chose, en un mot, foncez. Tout simplement, c'est vous la plus belle énergie qui soit et vos rêves sont à portée de main. La plus belle énergie qui soit, c'est notre jeunesse, nous sommes bien d'accord. Chers amis, chères auditrices, chers auditeurs, vous savez bien que à la fin de chaque épisode du Décodeur de la communication, je fais mon petit infomercial. Alors vous irez regarder sur internet ce que veut dire infomercial. C'est une longue page de pub, un peu ringarde dans les années 90. Pierre et moi étions très très jeunes à l'époque, mais c'est toujours bon de vous rappeler des anciens mots de la communication. Donc je fais mon infomercial et je vous dis une seule chose, partagez, commentez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et envoyez-nous de l'amour. Je vous remercie par avance et Pierre, je te remercie encore une fois. C'était un vrai plaisir et absolument passionnant de discuter avec toi. À très bientôt, j'espère, Pierre. À bientôt. Ciao, ciao.